Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence avec notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous ne donnons des conseils, ce sont juste des échanges entre passionnés de bourse, traders et analystes. Le petit rappel sur la boutique de Pépitor, donc Mika et Tino dans la boutique, et puis le séminaire pour Barcelone. On se retrouve encore une fois avec Christophe après une interview passionnante qu'on avait fait il n'y a pas longtemps, où on avait parlé du marché US, de son entrée en bourse, de ses lectures, de la M35, etc. Et là, on va essayer de rentrer un peu plus sur du concret, sur des setups et sur des graphes. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Denis, je vais bien. Et toi aussi, j'espère. Oui, oui, donc Bonjour à tous les auditeurs. voilà, excellente interview, celle de la dernière fois. Donc Ouais. maintenant, tu voulais peut-être nous parler des bandes de Bollinger et puis quelques exemples, non? Oui, si tu veux, on peut voir ça comme ça. On prend quelques graphes et puis on essaie d'aborder le sujet. D'accord. Donc tu me dis si tu veux partager ton écran, comme tu veux. Bah oui, bah, je crois qu'il va falloir, hein, sinon Ok. ça va être difficile. C'est bon, je vois ton écran, Christophe. Ok, d'accord. Bon, ben, on va essayer de faire simple, hein, parce que moi, comme je disais la dernière fois, plus c'est simple, mieux c'est. Mhm. Donc, on va regarder une vue d'ensemble. On voit que la moyenne mobile qui est visible à l'écran, en fait, c'est la moyenne mobile 200. On voit mon pointeur, hein, je Oui, pense, oui, de la oh, souris. très bien, ouais. Voilà, ok. Donc là, on voit finalement ben, qu'on est rentré dans une tendance relativement importante. Si je prends, imaginons qu'on achète à cet endroit-là, on s'aperçoit par rapport au plus haut, toi, comme j'expliquais la dernière fois, qu'il y avait un potentiel de 1308% de gain. Mhm. Je ne sais pas si tu le vois, hein, Oui, sur oui. le. Voilà. Donc en fait, quand tu arrives à sélectionner des titres dont le potentiel est super intéressant, eh ben, c'est beaucoup plus facile à réaliser des profits en fait, hein. Sauf qu'à l'avance, effectivement, tu ne sais pas si on est parti pour 1300% ou pas. Mais en sélectionnant bien son secteur, eh ben, on a beaucoup plus de chances d'y parvenir plutôt que de chercher impérativement à rester entre guillemets en TT, on va dire peut-être sur des valeurs qui ne font plus la une de l'actualité au jour Mhm. d'aujourd'hui. Tu vois, voilà, donc ça c'est un des premiers critères qui permet de bien sélectionner ces valeurs. Donc on s'aperçoit finalement que sur ce trade, j'ai mis des flèches, je suis rentré très tardivement, hein, puisqu'on le voit, Mhm. hein, par rapport au début de tendance qui est là, je suis rentré là, je veux dire, je ne suis vraiment pas rentré du tout au début. Je vais mettre la fameuse moyenne mobile 35 que je parlais. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer là, en fait? Ben justement, je viens de Ah, d'accord. l'afficher, c'est la moyenne mobile 35, voilà, en Mhm. rouge, rouge, rose là, tu vois. Voilà, donc en fait, on s'aperçoit qu'après une consolidation baissière, elle est en train de se retourner, Mhm. tu vois. Et ce retournement se passe exactement au-dessus de la moyenne mobile 200 qui elle-même est haussière. Mhm. Donc c'est ce que toi tu appelles un non-croisement Mhm. baissier en fait. Aussi, Voilà. ouais. Donc c'est voilà. Donc pour moi c'était un niveau d'achat idéal en fait, tu vois. Et à ce moment-là, quand tu rentres sur ce genre, alors si tu veux, on va regarder juste un petit peu avant. Alors j'ai pas fait le trade, mais si je mets la flèche à cet endroit-là, tu t'aperçois qu'ici, là, tu vois, voilà. Là, on a pratiquement le même style d'entrée qui est vraiment très performant, en fait. Et il y en a Mhm. encore un qui est même un peu plus tôt, qui est ici aussi. Voilà, tu vois. Mhm. Donc là, tu as un retournement de la moyenne mobile 50, c'est ce que j'ai, 35, pardon, c'est ce que j'expliquais l'autre fois. Et quand tu as les prix qui restent pendant quelques séances dans un espèce de range au-dessus, ça permet en fait à la moyenne mobile de prendre un biais haussier. Et cette zone-là, en fait, c'est une zone très, très intéressante pour rentrer, en fait, Ouais, parce que parce tu as que il vraiment faut le. rappeler que la moyenne mobile 35, c'est sur 35 périodes. Donc, si on a 10 périodes qui sont à ce niveau-là, il faut enlever les 10 périodes d'avant et ça fait on peut anticiper la direction de la moyenne mobile. Oui, de toute façon, Mhm. parce qu'une moyenne mobile, ça s'anticipe. Enfin, une Ouais, moyenne mobile traditionnelle, hein, une simple, hein, ça s'anticipe quand même assez facilement. ouais, Et après, quand on a un œil qui est relativement affûté, ça devient presque un jeu d'enfant, je veux ouais. dire. Parce que moi, j'utilise en fait des moyennes mobiles simples. J'ai un meilleur résultat. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser des moyennes mobiles exponentielles, d'autres qui vont utiliser des moyennes mobiles pondérées,
il y a des moyennes mobiles triangulaires, en fait, il y a tout un éventail de moyennes mobiles. Mais je pense que ce qui est le plus simple fonctionne le mieux, c'est probablement aussi ce qui est le plus utilisé par la communauté mondiale, on va dire, hein, parce que si tout le monde prend ses repères au même endroit, il peut se passer quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Donc, si là, par exemple, il y a une majorité des gens qui s'aperçoivent que c'est le moment de rentrer, eh ben, justement, c'est ce qui peut générer le mouvement de hausse qui suit derrière. Tu vois. Par contre, si tu es à un endroit isolé et qui n'intéresse personne, ben, il n'y a rien qui fait que ton titre va forcément monter après. D'accord. D'ailleurs, si on enlève même, je vais la retirer provisoirement, tu vois, regarde, je retire mon rectangle là et ma moyenne mobile 35, on s'aperçoit qu'on a aussi dans le même moment pratiquement un retournement de la moyenne mobile 20 qui est justement à la moyenne mobile qui se trouve en plein milieu des bandes de Bollinger. Hein. Donc la bande Bollinger de supérieur plus la bande de Bollinger inférieure divisée par 2 égale la moyenne mobile 20, hein, qui est en plein milieu. Voilà. Et donc, on retrouve ce dont on parlait une fois, c'est-à-dire là, tu as une réduction de l'écart des bandes de Bollinger, donc une réduction de la volatilité, ce qui permet éventuellement de mettre un stop loss à un niveau relativement correct. Tu vois, on va supposer qu'il soit ici, par exemple. Voilà. Donc, et si tu rentres ici à la cassure de la Bollinger, ben, tu as quand même, pour le marché américain, un stop loss qui se situe à peu près à 16%, tu vois, en dessous du prix d'achat. Tu vois. Et tu es obligé, hein, t'es obligé d'avoir ce genre de stop loss parce que bon, là sur le graphe, ça se présente bien, c'est un beau graphe, mais des fois les graphes ne sont pas tous aussi beaux. Et si tu mets un stop loss beaucoup plus court, par exemple ici, hein, sous cette bougie ici, voilà, ben, tu peux très bien avoir un prix qui vient provisoirement passer de quelques centimes en dessous, toi. Et après, tu vois les gens qui disent « Ah, je me suis fait sauter mon stop à 2 centimes près. » Oui, mais pourquoi? C'est ça en fait la véritable question. Pourquoi on a chassé tes stops? C'est tout simplement qu'ils sont mal placés. Donc il y a tout un travail de réflexion et qu'il faut faire derrière. Et c'est pour ça que je préfère avoir des stops à 16% qui ne sautent pas plutôt que d'avoir des stops à 3% ou à 4% qui sautent en permanence. Quoi. Tu vois, c'est pas intéressant. Tout à fait. Alors ce qu'on peut aborder aussi, si tu veux, c'est mon suivi de tendance sur ce genre de trade là par exemple, voilà, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Je vais remettre la 35 parce que j'utilise en fait la 35 en tant que suiveur. Voilà, donc si tu veux Denis, on va essayer de voir, comme on a parlé un petit peu l'autre fois, comment je place mon stop initial et comment je fais le suivi de tendance. Donc j'ai programmé, enfin programmé c'est un grand mot, j'ai corrigé un petit peu un outil qui me permet d'obtenir ça, tu vois, voilà. Je vais mettre ici qu'on le voit mieux à la limite. Donc la partie rose, en fait, elle n'est pas rose, c'est rouge, mais ça donne un aspect rose parce que j'ai mis de la transparence pour qu'on puisse voir les moyennes mobiles ou les bougies par en dessous. Donc ça, c'est ma zone de risque. Hein. Donc le prix, par exemple, à 2,81, ça serait l'achat et 2,41, ça serait la vente. Et chaque petit rectangle gris, en fait, c'est un aire de gain. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive en haut, je gagne 3 fois le risque initial que j'ai pris en bas. D'accord? Donc, on va reporter, en fait, ce petit dessin sur mon graphe. On va supposer que j'achète à cet endroit-là. Je vais mettre une flèche, comme ça, on va bien le voir. Voilà, j'achète ici à la cassure, par exemple, de la Bollinger. D'accord? Et je vais mettre un stop loss, on va dire, on va le supposer qu'il soit ici. Hein, voilà. Et là, donc, je vais descendre, en fait, mon petit dessin jusqu'à ici. Voilà, pour représenter la part de risque. Voilà, c'est à peu près, voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, on va mesurer le risque sur ce genre de trade, par exemple. Donc, je me positionne là, hein, c'est le prix d'achat et ici, c'est le prix de vente. Donc, on est à peu près à 15-16% de stop loss. Hein. Voilà, c'est le prix, en fait, à payer, tout simplement, pour ne pas se faire sortir. Hein. Et si jamais on se fait sortir à ce niveau-là, c'est vraiment qu'il y a un retournement de tendance. Hein. C'est-à-dire que le trade ne prend pas du tout. Donc le but, en fait, c'est d'éviter une espèce de mèche, en fait, qui va te faire sortir bêtement alors que tu avais raison. Tu vois. C'est un ancien copain à moi, il y a bien longtemps, il me disait « Ouais, mais Christophe, je comprends pas. Quand tu analyses les trucs, tu as toujours raison et pourtant, on ne gagne pas d'argent. » Tu vois, en fait, c'est tout simplement parce que j'avais raison dans ma vision des choses, mais si tu appliques mal, en fait, tes stop loss ou tu appliques mal, eh ben, tu te fais sortir alors que tu as raison, en fait. Hein. Le prix, après, il va remonter derrière. Donc, voilà comment je fonctionne, en fait. Dès que je gagne un aire de gain, c'est-à-dire qu'on va arriver ici, tu vois, on voit qu'il y a une petite mèche qui dépasse le premier aire de gain. À partir de ce moment-là, je déplace mon stop loss et je le mets à moins 0,5 R. Donc, je réduis déjà mon risque initial. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Dès qu'on arrive à 2 R de gain, donc le 2 R de gain, il est ici, sur cette bougie-là. Je passe ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire je vais me mettre juste un tout petit peu, 1 ou 2% en dessous de mon prix d'achat, hein, qui est cette ligne-là, à 4,08.
Et dès qu'on passe ici les 3 R de gain, après, il y a deux possibilités. C'est soit je passe en break-even, c'est-à-dire ici, ou je prends le plus intéressant des deux cas, ou je prends la moyenne mobile 35. Et là, je m'aperçois à ce niveau-là, donc il faut descendre. Attends, je vais me repositionner par rapport à la bougie. J'ai plus tout à fait le bon endroit. Bon, c'est à peu près ça, grosso modo. Ouais. Donc, je m'aperçois que la moyenne mobile 35 est déjà plus avantageuse que le break-even. Donc, du coup, je passe sur la moyenne mobile 35. Et là, tu mets un stop suiveur. Voilà, et ça devient mon suiveur. Donc je supprime mon cadre, j'en ai plus besoin parce que je suis sorti en fait de mon achat initial pour être entré dans une tendance. Et là, je suis progressivement, voilà, mon suiveur, et je sors ici. D'accord. Voilà, Tu sors ici, enfin comme tu disais la dernière fois, si tu fais le stop du pauvre. Mais sinon, dès que Exactement, ouais. exactement. Tu as tout à fait raison. En fait, moi, qui me garantissent la fin d'un trade. Il y a une petite coupure. Tu disais quoi? Tu disais. Alors Ouais. je disais, je pars toujours du principe qu'il me faut toujours impérativement un stop qui me protège de ma position, Mhm. c'est-à-dire le stop du port. On va commencer par ce stop du port et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose de mieux dans le D'accord. futur. Donc là, sur cet exemple-là, donc mon achat il est là, je vais sur mon stop du pauvre et en fait il y a un trade de 44% qui est plutôt sympathique. Et donc tout ce qui se passe au-dessus de la moyenne mobile 35 pour moi, faire le marché, je m'en fiche, hein, qu'on gagne sur cette bougie, voilà, on gagne 8%, sur celle-ci on en perd 1,88, là on perd 5,08, voilà, ça n'a pas d'importance aussi longtemps qu'on reste au-dessus, eh ben, ça devient très intéressant en fait parce qu'on on laisse faire le marché en fait, hein. Donc je suis Mhm. en fait swing parce que je suis une moyenne mobile relativement courte, mais en même temps je suis following parce que je suis en fait ma moyenne 35 jusqu'à son échéance en fait, hein. Mhm. Voilà, c'est-à-dire ici, là, au moment où les prix commencent à passer en dessous. Et après, effectivement, donc, comme tu dis, ben, avec l'expérience, alors je ne vais pas tout dire, je vais peut-être Mhm. me garder un petit secret, parce qu'en fait, je vous ouvrir une petite parenthèse, ça fait longtemps que j'ai hésité à le faire, et là, je crois que je vais le faire, je vais me faire un livre, je vais écrire un livre, et Mhm. je vais faire part de mes 35 années d'expérience et expliquer tout en détail, et Ah j'espère ouais. faire un livre très passionnant et très intéressant, d'autant plus que, comme je disais dans la dernière interview, que je ne suis pas issu du monde financier ni bancaire et que j'ai aucun examen en ce domaine, je peux arriver à prouver à n'importe quel petit porteur qui débute ou qui a déjà de l'expérience, ben, qu'avec un peu de travail, un peu de confiance en soi, on peut arriver à faire de très belles Mhm. choses et de très belles performances. D'accord. Voilà. Donc je mettrai peut-être un peu plus dans ce bouquin Ok. à ce moment-là. Donc en fait, ben, il suffit tout simplement de trouver ce qui pourrait être considéré comme des zones de surachat en fait, hein. Et les Bollinger, pour ça, c'est très intéressant. Donc on peut éventuellement voir ici qu'il y a une zone de surachat. On peut éventuellement se dire là aussi, puisqu'on clôture au-dessus des Bollinger, qu'on est en surachat. On peut aussi dire que là, sur le haut des mèches, on est sur un surachat, en fait. Après, donc, ça dépend aussi de la taille de la position. Si on est à 2000 euros, c'est difficile de diviser le trade en 10, Ouais. quoi. Mais si tu as une somme, tu investis par exemple 20 000, tu peux vendre 10 fois 10%, tu vois. Mhm. Mais si maintenant tu as, enfin sous réserve aussi que le trade te le permet, hein, bien entendu. Mais donc, si tu as maintenant un portefeuille plus petit, tu peux diviser tes ventes en 3 ou en 4 parties, tu vois. Donc là, par exemple, ben voilà, tu vas vendre, je sais pas, on va dire 20% par ici, tu vas vendre 30% par là, donc tu as vendu 50%, il t'en reste 50, tu vas peut-être en vendre encore 30 ici, et finalement, tu vas solder plus que 20% ici, tu vois, Mhm. sur ton stock du pauvre. Donc finalement, la baisse, enfin qui n'est pas une baisse, mais qui est un manque à gagner, c'est-à-dire entre les plus hauts, et encore là, c'est pas terrible, hein, entre le plus haut et le prix du stock du pauvre, il y a une baisse de 11,5%. Mais sachant que toi, tu as vendu dans l'élan haussier, eh ben, cette baisse-là, tu ne la subis pas. Et c'est intéressant parce que finalement, en vendant progressivement, non seulement tu récupères des liquidités qui te permettent de réinvestir éventuellement sur notre valeur, tu baisses la volatilité de ton portefeuille parce qu'il est moins assujetti aux variations de l'action, hein, que tu Mhm. possèdes.
Donc ça, c'est intéressant aussi parce que plus tu montes, en fait, généralement sur une fin de tendance, il y a beaucoup plus de volatilité, hein. Donc il y a des écarts qui sont très importants entre la hausse et la baisse, justement parce qu'il y a une indécision qui est assez forte des intervenants du marché. Donc ben, si toi, tu as déjà commencé à accompagner la vente, et donc tu subis beaucoup moins ce retour de bâton qui est en fin de tendance, toi. Et à partir du moment où ton portefeuille subit moins de volatilité, toi, tu ne déclenches pas en fait tes émotions, parce qu'en fait les émotions elles viennent de là. Aussi longtemps que tu contrôles en fait ton trade, tu n'as pas d'émotion, donc tu peux dormir le soir tranquillement, tu te lèves le matin, tu es content que la bourse va ouvrir parce qu'au contraire il n'y a que du bonheur, tu vas dire ah super, combien je vais gagner aujourd'hui, tu vois. Mais si tu rentres dans un moment où justement tu as bien gagné, tu as peut-être un portefeuille depuis le début de l'année qui est peut-être à plus 30, plus 40, et puis tu as des variations qui fait que ton portefeuille décroche de 5 ou 6% dans une séance, là, il faut avoir le corps bien accroché. Le drawdown, c'est pas facile ouais. Exactement. Tu vois, donc justement, donc quand tu as commencé progressivement à vendre, eh ben, en fait, cette forte volatilité, elle se réalise sur une partie d'investissement qui est devenue progressivement de plus en plus faible. Et à ce moment-là, tu restes pratiquement sur les hauteurs, en fait, puisque tu as déjà vendu pas mal, alors que le marché commence, ou l'action commence à se replier. Et ça, c'est une force monumentale, tu vois, ce sont des petits détails, en fait, qui paraissent sans importance, mais comme je disais aussi, si tu arrives en pratiquant ainsi à gagner 5 ou 10% de plus par an sur ta performance, si tu fais ça pendant 10 ou 20 ans, mais tu vas avoir un écart de performance mais monumental, tu vois. Parce que si on regarde Warren Buffett, qui sert un petit peu de cador à tout le monde, Warren Buffett n'a pas gagné, enfin ça paraît un peu mesquin ce que je veux dire, mais il a gagné en moyenne entre 25 et 30%, pas plus, il n'a rien fait d'exceptionnel. Mais ce qui a été exceptionnel dans son approche, c'est qu'il a su être régulier, d'une part, et d'autre part, c'est qu'il a su l'appliquer sur une durée très très longue. C'est pour ça qu'en partant de 5 000 $ au départ, il est arrivé à plus de 40 milliards en gagnant, si on peut dire ça ainsi, en moyenne 28% par an. Tu vois. Ouais. Donc si toi déjà, tu as un portefeuille qui en fait par exemple le 20 et que tu appliques des petites techniques qui te permettent d'en gagner 25 ou 30 en fin d'année, eh ben, je veux dire, si tu dures sur 20 ans ou sur 30 ans, tu fais aussi bien que Warren Buffett. Tu vois, et sans chercher des titres magiques ou des titres, tu vois, non, tu fais juste un trade basique en fait, tout simplement en respectant en fait une certaine chronologie qui consiste d'abord, comme je l'avais dit déjà tout à l'heure, je me répète, mais enfin ça permet aussi de bien assimiler, c'est-à-dire il faut bien analyser d'abord son marché, ensuite il faut bien analyser son secteur et après tu cherches et tu analyses la meilleure valeur ou les meilleures valeurs qui font partie du secteur. Donc ça te simplifie déjà ton travail. Et après, comme je t'ai dit, voilà, en utilisant quelques techniques qui te permettent de dégager avant, eh ben, tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent également. Et cette différence, tu vas la ressentir au bout de plusieurs années. D'accord. Ok, parfait. Alors je vais essayer, si tu veux, j'avais plus ou moins, il y a un truc que je voudrais montrer, alors je ne sais pas là si ça va le faire, on a supposé qu'on vendait ici, je vais le mettre en rouge, ça sera un petit peu mieux peut-être. On a dit qu'on vendait à peu près là, et qu'on vendait à peu près ici, au niveau du haut des mèches. Donc je vais essayer de faire une petite moyenne rapide pour voir à peu près le prix moyen de vente. Donc en supposant qu'on vende la même proportion, donc plus 6, 11, plus 5,36 divisé par 3. Donc ça donne un prix moyen de vente à 5,98. Donc je vais mettre le curseur à 5,98. Voilà, 5,99, 5, et je vire les deux autres, voilà. Donc maintenant, en fait, la ligne rouge, ouais. Tu vois, attends, je vais remettre des bougies des flèches pour qu'on le voit bien. Donc j'avais dit une vente ici. Bon, les flèches sont vertes, mais c'est pas grave. J'avais dit une vente ici et une vente à peu près ici, hein, grosso modo. Ouais. Donc en fait, cette ligne rouge, c'est le prix moyen de ces trois ventes. Ouais. D'accord ? Mais on s'aperçoit qu'au moment où j'effectue la dernière vente, c'est-à-dire celle-ci, le stop loss est relativement bas encore, hein, puisque mon stop suiveur, c'est la moyenne mobile 35. Et ce que j'expliquais, c'est qu'avant que ta moyenne mobile arrive au prix moyen de tes ventes, il faut parfois plusieurs mois. Ouais. Tu vois ? Et donc, en fait, ce temps que tu vas économiser, parce qu'en vendant ici, c'est comme si j'avais vendu là, en fait, sauf que j'ai gagné du temps. Ouais, et tu peux... Le temps, c'est de l'argent. Exactement, mais j'ai gagné les deux, en fait. J'ai gagné de l'argent parce que j'ai vendu, donc j'ai récupéré un peu de cash, et j'ai vendu du temps.
Donc en fait, ce temps me permet de me repositionner éventuellement sur d'autres valeurs qui présenteraient des figures d'achat intéressantes. Tu vois. D'accord. Et ça, c'est un double avantage et je pense que beaucoup devraient prendre en considération cela parce que je pense que ça permet vraiment de faire avancer son trading. C'est ce que disait Christophe, enfin, l'autre Christophe Train de France, hein, lui, quand il a Oui, commencé à voir la vitesse des actions, pour arbitrer entre une action haussière et une action très haussière, c'est là où il a commencé vraiment à gagner de l'argent, quoi. oui, 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 ben oui. Parce que là, quand l'action arrête de monter, c'est vrai que c'est bien de placer ses billes sur une action qui est Oui, en début de tendance. tout à fait, tu as raison, Denis. Mais comme j'expliquais un peu la dernière fois, en fait, souvent les tendances se déclenchent pratiquement au même moment et s'arrêtent pratiquement au même moment. Toi, là, on a un D'accord. graphe voilà, ouais, que j'ai pris au hasard, mais si je prends une autre action du même secteur, on va voir que dans cette zone-là où moi j'ai acheté cette valeur-là, que l'autre graphe, c'est également une zone d'achat en fait. Et là où moi je prends mes profits, l'autre graphe, c'est également une zone de profit parce qu'en fait le marché, eh ben, il suit une forme de mouvement Mhm. global, quoi. Et donc, c'est difficile au moment où toi, tu prends tes profits ici, de se dire, je vais acheter une autre valeur qui est juste en plein début. Théoriquement, on pense tous comme ça. Mais en fait, ça n'existe pratiquement pas. Donc, la seule différence, c'est d'arriver, et ça, c'est un sport vraiment, parce que je dis un sport, hein, c'est un sport Mhm. cérébral, vraiment très difficile, c'est d'arriver par l'expérience à savoir à l'avance quel est le titre qui va avoir une performance supérieure à un autre titre du même secteur. Tu vois. D'accord. Ça, c'est vraiment, voilà, donc c'est quelque chose qui est très difficile. Mais à partir du moment où on travaille beaucoup sur ce type d'exercice, avec le temps, on commence à comprendre et on commence à arriver à trouver des valeurs, on le sait à l'avance, qui vont largement surperformer d'autres valeurs du même secteur et en les achetant au même moment, quoi, en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à ça? Après, tu reprends l'action, je vois plus loin là, hein. Oui, alors c'est un exemple, hein. Ouais. Là, cet achat, je ne l'ai pas fait, mais c'est un autre exemple. Donc, on va virer tout ce qu'on a fait avant. Et on va s'apercevoir en fait bah, qu'on peut refaire exactement le même scénario. Alors voilà, ce que j'aime pas en fait, c'est comme beaucoup de swing, hein, je pense, c'est en fait j'évite les ranges parce que les ranges, il y a une indécision en fait. Hein. À l'issue du range, on peut soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse. Et c'est une période dans laquelle généralement on est un petit peu tourmenté, on ne sait plus trop bien sur quel pied danser, donc j'évite les ranges et j'évite surtout les consolidations. Voilà, je n'ai pas envie de revenir en arrière, toi. Donc si on compare un petit peu, la dernière fois j'avais pris l'exemple d'Adrien Picot qui lui achèterait par exemple ici, toi, au début de tendance et conserverait jusqu'à la moyenne mobile 200, et bien moi j'aurais plutôt tendance à vouloir acheter ce trend de là, toi, je vais le mettre en rouge qu'on le voit bien, voilà, d'acheter celui-ci, d'acheter celui-là, tu vois, voilà, à chaque fois avec une vente dans cette zone-là. Mhm. Voilà, c'est mon objectif. Hein. Alors, soit j'y arrive pas. À chaque fois Mais avec disons, des ventes moyennes tout du long, quoi. mais si tu fais justement, à chaque fois, tu reprends une position complète en début de trade et que tu coupes progressivement, tu n'as presque pas de retour, en Mhm. fait, tu vois. Voilà, mais après, bon, il faut... qu'on dirait, il y a un travail personnel. Je veux dire, on ne peut pas dire, voilà, il y a une formule toute faite, toute cuite. Non, ça n'existe pas. Il faut que toi, tu estimes, voilà, je vends combien? Je vends 10, je vends 15, je vends à quel prix? Est-ce que je vends pas trop tôt? Est-ce que je vends pas trop tard? Toi, donc ça nécessite en fait un exercice pour lequel tu dois travailler. Et à partir d'un moment, tu arrives plus ou moins bien à comprendre comment fonctionnent les choses, quoi. Et tu arrives à Mhm. sortir de mieux en mieux, en fait. Et tu t'aperçois que progressivement, tu améliores ton trading. Donc, si tu améliores ton trading, tu améliores ton mindset, donc ta psychologie. Et si tu as une psychologie de gagnant, ben, tu as encore envie d'améliorer un peu plus, toi. Et en fait, c'est un effet boule de neige et tout ça, ça t'aspire par le haut et c'est très bénéfique, toi. C'est Mhm. pour ça que malheureusement, des fois, quand je lis encore un peu trop souvent des gens qui vont sur des valeurs qui sont en train de s'effondrer, en train de chercher un buy the dip en espérant gagner 10 ou 15%, je me dis, les pauvres, Et ça combien peut de fois on l'a vu coïncider. là depuis le début de l'année, Buy the fucking deep, on l'a vu, Oui, hein. oui, 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 oui. Mm. Voilà, donc toi, en fait, donc plutôt que de chercher une tendance avec un achat là sur la gauche, par exemple en octobre 2020, et de rester bien sagement, eh ben, je préfère être donc moi ce que j'appelle en swing, hein, peut-être, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en fait, je préfère prendre les vagues qui se trouvent à l'intérieur d'une tendance haussière qui consiste, enfin qui est définie par une moyenne mobile de 100, voilà, tout D'accord. simplement. Voilà, Ok. voilà.
Là, on le voit très clairement, hein. Et en plus, cette action a un côté parabolique, c'est-à-dire plus on avance dans le temps, plus sa montée est de plus en plus raide, hein. Donc, Mhm. ça veut dire que les derniers trades sont beaucoup plus puissants, rapportent beaucoup plus, mais on se rapproche aussi de la fin du mouvement. Ouais. Parce que les hausses paraboliques ne durent pas dans le temps. Au On est contraire, dans elles sont l'euphorie, ouais. puissantes. Après, on a la distance entre la moyenne, la M20 et Oui, les prix qui est très élevée. ça Et c'est ça veut dire que là, on peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, il faut avoir le doigt sur la détente, le doigt sur le bouton. Oui, voilà. En fait, donc, ça nécessite juste un petit suivi quotidien, hein. Comme je disais la dernière fois, il n'y a pas besoin d'être collé derrière son écran. Tu prends 10 minutes le soir, tu checkes tes valeurs, ou un quart d'heure ou une demi-heure, voilà, en fonction si tu es plus ou moins passionné. Et tu vois très vite Mhm. oui, s'il faut vendre ou pas vendre, hein. Regarde, on va prendre un petit exemple, je ne sais pas si ça va vraiment bien le faire. On va prendre la moyenne mobile 35 sur le plus haut, hein. Je ne sais pas si tu vois la flèche verte que je fais. Oui. Donc voilà, donc après tu te déplaces, tu te dis voilà, là on a atteint un plus haut, donc on a un écart en fait, hein, et on va Mhm. essayer de rechercher cet écart. Voilà, par exemple à cet endroit-là, on voit qu'on retrouve le même écart. Tu vois. Donc là, ça pourrait être un autre point de vente éventuellement. Par contre, si tu étais un petit peu plus tôt ici, on va regarder sur la bougie précédente, on voit que l'écart n'est pas respecté. Donc il Mhm. n'y a, aucune raison de vendre ici, quoi, en fait. Voilà, tu peux garder ça aussi également ici. Tu vois. Là, on a un écart, donc on commence à avoir un écart qui augmente. Donc plus l'écart augmente, hein, je vais l'augmenter, voilà, plus c'est intéressant de vendre dans cette zone-là, en fait, tu vois. Et on Mhm. s'aperçoit finalement que pas très longtemps après, ben, le titre n'arrive plus à tenir ce rythme, hein. Mhm. C'est comme si tu prends, moi qui ai fait du cyclisme en étant plus jeune, et donc je sais que tu peux voilà, faire des échappées, faire des accélérations, mais tu ne tiens pas ça sur la distance, il faut que ce Mhm. soit un moment précis, bien spécifique. Et souvent, ces formes d'accélération sur un graphe, ils apparaissent à la fin d'une tendance, hein. C'est ce que je Ouais. disais, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la volatilité. C'est D'ailleurs, l'euphorie en montée, la capitulation, la exactement, descente, ouais. ça peut être le style FOMO, on va dire, parce que tout le monde veut sa part du gâteau. On s'est aperçu que le titre a gagné de 40% sur le dernier mois et on se dit, ben, moi aussi, je veux 40% le mois prochain, tu vois. Donc, tu as beaucoup de gens qui vendent, tu as ceux qui avaient acheté plus tôt qui achètent, pardon, et tu avais ceux qui avaient acheté plus tôt qui revendent. Et ça explique ces grandes bougies, tu vois, une grande bougie or ici, enfin, de fond clair. Là, tu as une grande bougie baissière, voilà. Donc, c'est des grands phénomènes que quand tu as déjà commencé à vendre progressivement, ben, ces bougies, elles ont beaucoup moins d'impact sur ton portefeuille à la fin. Et c'est ce qui te donne une forme de stabilité et de sécurité. Et plus ce que tu fais va te sécuriser, plus tu auras confiance. Et plus tu auras confiance, plus tu auras le courage voilà, d'aller de l'avant. Et c'est un Mhm. effet boule de neige. Ouais, l'effet psychologique est très important aussi. Mhm. Voilà, Ouais. donc je sais que tu aurais peut-être voulu qu'on aborde plus ou moins les bandes de Bollinger un petit peu pour essayer de les Oui, comprendre éventuellement. oui, parce qu'en Pour... fait, je m'aperçois qu'on a à peu près la même manière de trader, donc Je pense qu'il y a pas mal de gens qui les utilisent. ouais. Personnellement, j'aime bien parce que j'estime que justement la bande supérieure et la bande inférieure donnent une information assez importante sur la volatilité du titre. Ça permet de le canaliser, sachant que je crois en journalier, il y a 95% des 90 pardon, 85% des clôtures, je crois, qui se font à l'intérieur des bandes de Mhm. Bollinger. Donc, c'est déjà une information qui dit long sur pas mal de choses lorsque tu es en dehors des bandes de Bollinger. D'accord. Mhm. Si tu prends, je crois, un hebdo, je crois que c'est presque 95% des clôtures qui se situent à l'intérieur. Et en mensuel, je crois que c'est 99% des Mhm. clôtures qui se font, ou pas loin, qui se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, ça enlève énormément de bruit et ça permet voilà, de se faire une idée de là où sont les prix, hein, et d'agir en conséquence. D'accord. Justement, tiens, je crois que la dernière fois, on avait parlé, tu me disais comment je sélectionne mes valeurs et je disais que je les cherchais en fait en commençant par le mensuel. Donc avant de faire les bonnes de Bollinger, je vais passer un mensuel sur ce titre-là. Alors par contre, je vais enlever certains indicateurs. Je vais enlever la moyenne mobile 30, Mhm. 5 qui n'a plus aucune raison d'être. La 20, elle s'est ajustée au mensuel et la 200, elle est paramétrée pour afficher un 200 journalier, mais sur un graphe mensuel, hein. D'accord. Donc, elle correspond en fait à une moyenne mobile 200 journalière, même si on est sur un graphe mensuel. Donc, c'est un petit paramétrage qu'on peut faire sur TradingView. Ouais, ouais. Voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce resserrement des bandes de Bollinger qui se situe en mensuel à ce niveau-là.
Et à partir du moment où il y a un retournement de la moyenne mobile 20 et mieux encore déjà une hausse de la moyenne mobile 200 journalière, on sait qu'on va logiquement rentrer de ce que moi j'appelle un cycle. Hein. Maintenant, il y en a peut-être qui vont me dire non, non, un cycle, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon, ben, si vous voulez dire autrement, dites autrement, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, en fait, voilà, dès qu'on va casser en fait ce plus haut et en même temps les Bollinger, donc sur cette bougie-là, en fait, voilà, tout simplement. Voilà. Pour moi, on va rentrer dans un cycle qui est long. Et la preuve est justement que les Bollinger s'ouvrent et que les Bollinger sont à cheval, que les Bollinger s'ouvrent et que les prix sont à cheval de la Bollinger. Et donc, on voit très clairement en fait qu'on est rentré dans une tendance haussière. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais mettre un petit cadre de couleur. Voilà. Donc là, on sait que dans ce cadre, on est dans une hausse. Et à partir du moment où on sait qu'on est dans une hausse dans ce cadre-là, ben, il suffit de redescendre, par exemple, en hebdomadaire et chercher des nouveaux signaux d'achat. Donc on voit par exemple qu'on peut avoir un signal d'achat en hebdomadaire à ce niveau-là, sur une cassure Ouais. de Bollinger supérieure, et encore une à ce niveau-là. Donc là, on est sur de l'intermédiaire en fait, hein, on est sur des tendances qui sont hebdomadaires, donc c'est beaucoup plus rapide que le mensuel, forcément, c'est un peu plus long que le journalier, mais bon, ça donne quand même une indication suffisamment forte parce qu'on sait que là, on n'a pas des faux signaux. Pourquoi on n'a pas des faux signaux? Tout simplement parce que la tendance haussière est validée déjà en mensuel, hein, et je répète que Mhm. le côté mensuel, c'est le cadre vert qu'on peut observer à l'écran actuellement. Donc voilà. Maintenant, si on passe en journalier, ben, on va avoir exactement le même phénomène. On peut voir plein de points d'entrée très intéressants, en fait, hein. Donc un peu plus bas même d'ailleurs, voilà. Même là, à la limite, c'est pas franchement le point d'entrée idéal. Ah, j'ai raté ma flèche. Voilà, ici, c'est pas forcément le point d'entrée idéal, mais à partir du moment où il y a une tendance qui est toujours haussière en mensuel, eh ben, ça accroche. On n'a pas véritablement de faux signaux, quoi, en fait. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça, en fait, que tu arrives à sélectionner des valeurs tout simplement avec un risque beaucoup plus faible, justement parce que tu as le soutien d'une tendance haussière hebdo et tu as le soutien d'une Ouais. tendance haussière mensuelle. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas suffisamment T'as le vent dans le d'arbitration comme dos, ça. ouais, t'as le vent dans le dos dans les grandes unités où Exactement, il y a exactement. où il y a le gros argent, c'est dans les grosses unités et après Voilà, on cherche les entrées dans les petites unités. Et parce que même dans le day trading, après on descend sur le 1 heure et sur le 15 minutes. ah oui, mais on peut faire exactement la même chose. Cherche une tendance haussière en journalière et Mhm. après tu vas trader du 1 heure ou du 30 minutes ou du 5 minutes, tu vois. Mhm. Mais il faut que tu aies la garantie que sur du 1 heure, tu sois dans une tendance haussière, C'est clair. sur du journalier, pardon. Parce que sinon, si tu es en plein dans un mouvement baissier journalier, qu'est-ce que tu vas faire avec du 1 heure ou du 30 La minutes? contre-tendance et il faut rentrer et sortir tout de suite. Et voilà, tu vas avoir plein de faux signaux, tu vas te faire sortir en permanence. Ton mode de trading, en fait, il va être basé non pas sur quelque chose de concret, mais sur de l'espoir, tu vois. Et je ne Mhm. pense pas que ce soit vraiment le meilleur moyen d'arriver à gagner sur la distance. Alors c'est sûr, il y a toujours un trade, voilà, qui va venir te faire dire le contraire. Et c'est souvent celui qu'on garde en mémoire. Ah super, l'autre fois j'ai fait 30% comme ça, tu vois. Mais pour en faire un de 30%, tu vas en faire combien qui vont te faire perdre 7, 8 ou 10%, tu vois. Mhm. Donc c'est pas finalement au final c'est pas gagnant et je pense que les grands traders américains qui ont su prouver par des performances extraordinaires ben, en fait tous ces gars-là ben, ils investissent avec le vent dans le dos comme tu dis hein, dans le sens du Mhm. marché ils vont pas contre tendance voilà C'est clair. et s'il y a des gens qui font de la voile parmi les auditeurs eh ben, si tu veux relier un point A à un point B eh ben, tu vas t'assurer effectivement d'avoir le vent dans le dos hein. Ça va propulser C'est ton clair. bateau ton voilier vraiment facilement alors que si tu veux aller du point A au point B avec le vent de face, eh ben, t'es pas encore arrivé, quoi. C'est clair. Ok. Voilà. Donc, Super. Oui. oui, Super, Christophe. Tu vas encore dire quelque chose sur le graphe ou? bah, je sais pas si on a encore le temps ou si tu veux un petit peu. Je vais faire court, on va dire, si tu veux. Oui. Hein, on fait quelque chose encore un petit peu, Allez, on si tu avance. veux, oui, oui, c'est toujours Bon, très ben, je vais intéressant, c'est expliquer. passionnant, hein. Voilà, ben, si ça passionne tout le monde, ben, Mm. j'en suis vraiment très ravi à ce moment-là. Je vais essayer d'expliquer ma vision, hein, je dis toujours ma vision des choses en ce qui concerne les Bollinger. Donc, je vais essayer de faire ça par le dessin, en fait. Hein, donc, je Ouais, vais planter, on va cacher tout ça. ouais. Logiquement, on a une zone vierge. Hein, je vais mettre ça ici de côté aussi. Et je vais essayer, par le biais des outils, de retracer, en fait, une Bollinger, en fait. Hein, un petit peu. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, donc là, on est dans le range. Ah non, c'est peut-être pas celle-là que je vais prendre. Attends. Alors, attention, hein, parce que je suis un petit peu en train d'innover en même Ouais. temps. Qu'est-ce que je peux prendre c'est lequel que j'avais pris. Bon, on va prendre celui-là. Je pense que ça, c'est pas trop mal en fait. Voilà. Il est un peu gros, mais ça fait rien. Voilà. Là, on est en range. On a l'ouverture des Bollinger. On a l'aplatissement, le retournement.
et l'aplatissement. Ouais. Là, on est sur la Bollinger supérieure. Maintenant, on Ouais. va tracer la Bollinger inférieure. Donc, on a le range. Quand les prix montent, on a une ouverture des Bollinger. Ouais, la On a volatilité. Ouais. l'aplatissement, on remonte, on s'aplatit doucement et on rentre dans un range. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, on a logiquement, on reconstitue, on va dire, les bandes de Bollinger sans la moyenne mobile, hein. D'ailleurs, ça ressemble à un estomac, c'est un petit peu Ouais. rigolo. Ouais. Voilà, donc je vais essayer, alors, par quel biais je vais utiliser bon, on va utiliser celui-là. Je vais essayer de retracer donc la moyenne mobile qui est en fait le juste milieu entre les bandes de Bollinger. Ça va donner à peu près ça. Donc il va falloir que je le refasse encore une fois parce qu'il ne faut pas faire attention aux lettres, hein, A, B, C, Ouais. D, E. C'est pour d'autres trucs, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, hop, on arrête là. Voilà. Donc je vais peut-être le mettre comme je mets d'habitude en couleur or. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les prix par rapport à ça. Donc, on a déjà quatre phases ou quatre saisons. On a les Mhm. ranges qui sont ici, que je vais mettre en gris. On va le déplacer ici. Ensuite, on a l'accélération. C'est là où c'est le plus intéressant, en Mhm. fait. Donc, l'accélération, la phase 2, je crois, hein, je ne sais pas si on l'appelle phase 2 ou Moi, pas. je l'appelle la phase un, non, mais ça dépend, Ah, hein. ou phase 1 Moi, je peut-être. commence par un là et 4 le range, mais je sais pas comment D'accord, oui, on il est faudrait que je normalement. revienne sur ça, en fait, Ouais. pour le dire, comme c'est expliqué dans les bouquins. Donc là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une hausse, en fait, c'est même pas une hausse, c'est un écartement des Bollinger, hein. Donc ça Mhm. s'écarte par le haut et ça s'écarte par le bas. Donc après, on a le cas suivant, où on est plus ou moins dans ce qu'on appelle dans un rouleau, je crois, en fait, hein. Mhm. C'est-à-dire, en fait, on a les bandes de Bollinger qui sont parallèles, donc toutes les deux montent, Ouais. d'accord? Et on a le troisième, ou la troisième phase, où il y a un resserrement de nouveau des bandes de Bollinger. Donc, Ouais. je vais mettre en rouge. Voilà, donc les bandes, elles se resserrent pour revenir dans le même état qu'on a ici à gauche, hein, donc dans une phase de range. Donc, c'est très important de visualiser ça et d'arriver plus ou moins à comprendre. Alors, c'est sûr que sur un graphe, c'est peut-être pas toujours aussi évident. Ouais. Mais bon, grosso modo, voilà, il faut en fait exercer son œil à regarder des dizaines et des centaines et des milliers de graphes, et après les choses deviennent plus ou moins évidentes. Donc je vais essayer de refaire l'action des prix pour expliquer un peu comment on peut anticiper des sorties intéressantes. Donc là, on est dans un range, donc on se balade entre les extrêmes hauts, les extrêmes bas, hein, tout simplement, voilà. Hop, et à partir de là, on va commencer à sortir. Mhm. On a une toute petite correction, généralement. On remonte encore vers une Bollinger. Et là, on a tendance à redescendre vers la moyenne mobile 20. J'expliquerai après pourquoi, hein. Ensuite, on remonte. Souvent, on a tendance à faire ici une petite figure. Et puis, on va rechercher très rapidement le haut des Bollinger. Puis, on va redescendre sur la moyenne mobile 20. On va remonter ici. Puis, on va redescendre là. On va faire ça. Voilà. Et on rentre de nouveau dans une période de range. Mhm. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer ce que moi, j'en déduis de tout ça, en fait, hein, parce que sinon, si je fais juste du dessin comme ça ne sert à pas grand-chose. Donc, on est dans un range, donc la moyenne mobile, elle est plate, il ne se passe rien. Souvent, avant une sortie, on vient chercher l'extrême bas, en fait, hein. Parfois, Mhm. on vient s'appuyer sur la moyenne mobile 20, mais souvent, des fois, on croit, en fait, qu'on va partir par le bas et subitement par vers le haut. Là, on a un tout petit pullback, mais vraiment minime en fait, hein. Donc, sur deux trois séances, c'est pas terrible. On revient chercher le haut des Bollinger. Et là, on vient en fait rechercher la moyenne mobile 20. Et à quel moment on vient rechercher la moyenne mobile 20? Ben, logiquement, c'est lorsqu'on est sur le plat de la Bollinger inférieure. Mhm. C'est-à-dire au moment où la Bollinger cesse de s'ouvrir et commence à se replier vers le haut, c'est justement parce qu'on a cette consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20. Pas toujours, hein. Des fois on peut s'arrêter un peu au-dessus, parfois on peut la chercher un peu en dessous. C'est ça qui complique les choses, parce qu'en fait, si on met un Mhm. stop loss juste en dessous de la moyenne mobile 20, on peut se faire sortir de 1 ou 2%, et juste après, les prix ils repartent à la hausse. Donc il faut bien comprendre qu'on est juste sur un pullback, en fait, hein, tout simplement. Bon, moi je le mets pile poil sur la moyenne mobile 20, voilà. Et après, les prix remontent. Une fois que les prix remontent, souvent on forme une figure. On va d'ailleurs dessiner, je vais chercher mon outil de dessin, voilà, on a par exemple une espèce de tasse avec anse. Mhm. D'accord, on la voit assez clairement. Donc là, on a souvent une figure et on vient chercher le haut de Bollinger. Et quand on revient chercher la première fois le haut de Bollinger après avoir
consolider sur la moyenne mobile 20 et après avoir cassé la figure, si figure il y a, parce qu'il n'y a pas systématiquement une figure, on peut commencer à prendre ses premiers profits au niveau de la bande de Bollinger. Mhm. Après, il y a deux types de scénarios. Et les deux types de scénarios vont dépendre de ce qui va se passer. On va revenir, une fois qu'on a touché la bande de Bollinger, on revient chercher approximativement la moyenne mobile 20. Mais il y a un deuxième scénario, c'est qu'on vient descendre chercher le bas de la Bollinger inférieure. Mhm. Ça, c'est vraiment quand le scénario est très négatif, d'accord? Donc, si on vient rebondir plus ou moins sur la moyenne mobile 20, logiquement, on vient souvent chercher une seconde fois la Bollinger supérieure, qui donne une deuxième possibilité de vendre, parce qu'à ce moment-là, on fait un double top. Mhm. D'accord? Donc, disons, c'est pas forcément sûr, parfois ça peut continuer, mais il faut prendre en considération qu'on fait un éventuel double top. Et si on fait ce double top, on va venir logiquement chercher après la Bollinger inférieure. D'accord. Et après, les prix vont chercher plus ou moins à s'équilibrer autour de la moyenne mobile 20. Si on n'a pas ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on vient immédiatement chercher la Bollinger inférieure parce que le marché déprime énormément et que tout le monde voit les choses en noir, à ce moment-là, on ne vient pas rechercher la bande de Bollinger supérieure, mais on vient rechercher la moyenne mobile 20. Ok. Tu vois? Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si on vient chercher immédiatement la bande de Bollinger inférieure, tu te garantis pratiquement un gain entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20. Ah ouais. Tu vois? Et ça, ce sont des signaux qui ont une fiabilité, mais impressionnante. On est presque à 90% de taux de réussite. Tu vois? De la même façon que quand tu achètes, là où j'ai dit tout à l'heure que là, tu es sur un pullback, là, tu as un taux de réussite qui est monumental. Tu vois? Mhm. C'est énorme. Et donc, il suffit en fait d'appliquer ces petites stratégies souvent, quand tu comprends bien les bandes de Bollinger, et tu t'aperçois que tu as des setups de l'entrée. Quand tu rates ton setup initial, hein, c'est-à-dire celui-ci, tu rates celui-là parce que tu n'as pas vu, tu étais occupé, tu étais sur autre chose, et bien là, tu as une deuxième chance en fait de reprendre position, tu vois, et d'autant plus si les volumes ici ont été importants. Tu vois, ça garantit bien qu'il y a des gens qui sont rentrés sur la valeur à ce moment-là. Donc là, tu as une première garantie, donc on revient ici. Hein, donc tu as une première garantie si on touche la Bollinger inférieure d'aller sur la moyenne mobile 20. Par contre, si la correction s'arrête sur la moyenne mobile 20, tu as pratiquement la garantie d'aller rechercher la bande de Bollinger supérieure. Mhm. Donc là, tu as une deuxième possibilité. Après, c'est à toi de mesurer s'il y a suffisamment à gagner. Hein. Il faut que tu trouves ton juste ratio gain-risque, en fait, hein, pour avoir un stop-loss qui ne soit pas trop éloigné, par contre, à ce moment-là, puisqu'on est en fin de tendance. Donc, et tu peux, en fait, arriver à gagner voilà, sur ça. Donc, voilà comment moi, j'analyse grosso modo les bandes de Bollinger. Et avec le temps, avec l'expérience, et en croisant des centaines et des milliers de graphes, eh ben, j'arrive plus ou moins à me dépatouiller et à trouver quelque chose qui tient la route. Très 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 intéressant, et Christophe. Hein, là, tu nous donnes vraiment du lourd là. Hein, bien bien. Ouais. J'espère, j'espère. Ouais. Voilà, C'est bien. donc, comme dit, tous les graphes ne sont pas exactement comme ce dessin. Hein. Ce dessin, c'est le graphe parfait, on va dire, mais parfois les tendances durent beaucoup plus longtemps. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'action qu'on a suivie, eh ben, quand tu finis, toi, quand tu arrives dans cette zone-là en range, eh ben, tu repars après de nouveau pour un nouveau cycle de 4 phases de Bollinger, toi. Mhm. Et tu peux en avoir comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, aussi longtemps que la moyenne mobile elle reste haussière, eh ben, tu peux en avoir une quantité incroyable. Et à ce moment-là, il suffit de trader voilà, chaque nouvelle accélération haussière avec l'ouverture des bandes de Bollinger, et puis tu peux arriver à faire des belles performances, quoi, en fait. Super, super Christophe. Bien. Bien, 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 merci pour tout. Hein. Si tu as 2 minutes, Oui, j'ouvre une petite parenthèse. On va revenir, je vais changer de graphe, on va aller sur SPI qui correspond au SP500 en fait. Hein. Et on va voir pourquoi, en fait, on a pratiquement touché le plus bas. Donc, toi, on a les Bollinger en journalier. Et là, on va aller en mensuel. Et quand on voit le mensuel, par rapport au dessin que je viens de trader, on voit que le SP500 est venu buter sur la moyenne mobile 20, mais il n'a pas rebondi sur le haut de Bollinger. Il est venu enfoncer directement sur le bas de Bollinger. Donc là, maintenant, on a quasiment la garantie qu'on va remonter sur la moyenne mobile 20. mhm. Voilà. Donc ça, quand tu as ce type de scénario en tête, après tu peux adapter ton trading sur les actions par rapport à ça. Et tu sais exactement, il faut arriver à cerner en fait l'indice qui va te donner une information capitale en fait sur ses intentions, quoi, tu vois.
Voilà, c'était juste une Super. petite parenthèse. Super, super Christophe. Tu départages ton écran et on finit Oui, en face à photo. Merci Christophe pour tes précisions. Tu nous as vraiment donné des bons éléments, des setups. Tu nous as vraiment fait part des petits secrets. C'est rare hein, d'avoir quelqu'un qui nous dit tout ça. Hein. Merci encore oui, Christophe pour tout. Hein. merci. Bon, ben, j'ai essayé, entre guillemets, de frapper un grand coup pour ma première et Ouais. ma seconde. Donc, voilà, ben, j'espère surtout que ça peut aider les gens. Et plutôt que de voir ça comme un fait concret, il faut plutôt le voir comme une approche à la réflexion, en fait. Hein. Hmm. Parce que, bon, moi, c'est ma réflexion à moi, mais on peut encore, je pense, élaborer des visions différentes par rapport au Bollinger ou par rapport à n'importe quel autre indicateur, éventuellement. Mais moi, je reste sur vraiment quelque chose de très simple. En fait, en général, j'ai Mhm. deux moyennes mobiles et un Bollinger, et ça me suffit amplement voilà, pour prendre des bonnes décisions. Hein. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle vulgairement un sapin de Noël, quoi. Ok, ben merci pour tout, Christophe. De rien, Et avec puis, plaisir, Denis. on se voit rapidement. Puis, si jamais t'écris un bouquin, ben pense à nous. Hein. Ça peut être Oui, bah, j'ai intéressant commencé à de. l'écrire parce que pendant plus d'un an, je me suis tâté. Bon, maintenant, je me suis dit, il faut que je prenne une décision et j'ai décidé de l'écrire. Comme ça va laisser en fait un peu une trace, une certaine façon, une trace de mon passé dans le domaine de la bourse. Là, j'ai écrit à peu près 10%, donc j'en suis encore au Ah début. oui, Donc d'ici que je termine, qu'il y ait les corrections, que je fasse la couverture et tout, je pense qu'il n'y aura rien avant 2023. septembre, octobre, hein, voire D'accord. peut-être même novembre. Hein. Ok. Mais à la limite, je peux te tenir au courant de l'évolution. Voilà. D'accord. Ben, merci pour tout. Merci Christophe Merci, pour tout. merci Hein. à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Ben, comme d'habitude, les commentaires, la cloche, abonnez-vous à la chaîne. Et puis l'actualité. Je vous rappelle la boutique de Pépitor avec l'information Tino, le salon Mika Tino et le séminaire de Barcelone. C'est tout sous la vidéo. Merci Christophe et j'espère que ben, tu reviendras. Hein. Oui, avec plaisir. Merci, ciao à Ciao, tous, au Denis. revoir. Salut.